d'habitude, nous avons une émission bien garnie pour vous dans les 2 prochaines heures. Nous allons avoir comme invité le maître Fernando Berton, avocat criminaliste, et des nouvelles nationales et internationales. La jeu des nouvelles sportives, de chroniqueuses sportives, Madame Motti. Vous pouvez nous envoyer vos questions par texto 514 62 24 Facebook. La programmation habituelle va continuer avec le professeur Tony Rossier, docteur historien. Et tu vas encore nous parler et le docteur Jean-Yves avec les chroniques habituelles. Bien sûr, tout d'abord commençons avec Madame Thérèse. Et bonjour Madame Thérèse, est-ce que ça va bien? Oui, bonjour Jean-Gary, bonjour aux internautes de l'émission Mon enfant mon portable. Je comprends bien une défaite des Canadiens. Oui, hier soir c'est leur première défaite en temps réglementaire depuis le début de la saison. Alors, bon, c'est normal Jean-Gary, les Canadiens ne jouent pas tous les matchs. Alors, c'est une défaite en temps réglementaire contre l'équipe de Calgary. On a perdu 2-0. Donc, le deuxième but a été marqué dans un filet désert. Les Canadiens n'ont pas un gardien chez le Canadien, il y a toujours de la profondeur à l'attaque. Cependant, il doit faire attention à l'indiscipline. Depuis le début de la saison, on en parle. Hier, les Flames de Calgary n'a pas été en mesure, n'a pas été assez opportuniste parce qu'il y a eu 6 pénalités. Ils n'ont pas profité de 6 avantages numériques. Donc, je crois que le Canadien doit faire attention parce que ils risquent de perdre des matchs à cause de leur indiscipline. Ah, ils ont des bons défenseurs et un bon gardien. C'est pas un problème. Pardon? J'ai dit qu'ils ont des bons défenseurs et un bon gardien, donc ce n'est pas vraiment un problème. Mais à un moment donné, la discipline pourra jouer contre eux. Et ce que je m'aperçois, c'est que c'est parce que les Flames n'ont pas pu profiter des avantages des avantages numériques, parce que c'est la journée que le Canadien sera face à une équipe opportuniste, ben c'est là que qu'il risque d'avoir des défaites. En effet, oui. Oui. Alors, demain, déjà, le Canadien retournera dans l'action, va affronter les Canucks de Vancouver demain et mardi. Et jeudi et samedi, le Canadien affrontera les Sénateurs d'Ottawa. Ah, les pauvres sénateurs. Oui, qui sont bons derniers. Ben, il faut dire que c'est une équipe à reconstruire. Hein. L'équipe est en reconstruction. Alors, on doit s'attendre à ce qu'ils terminent bon dernier cette saison. Ouais. Oui, malheureusement. Mais il y a eu des blessés chez les Canadiens? Ben, en fait, ce qui s'est passé hier, et j'espère que le comité de discipline va revoir cette vidéo, c'est que Kotkaniemi a reçu un coup à la tête. On croyait qu'il serait sorti du match pour une commotion, mais il est revenu. Mais par contre, le joueur adverse n'a écopé d'aucune pénalité. Alors parfois, quand l'arbitre ne sévit pas, par la suite, il y a un comité de discipline qui se penche sur la vidéo et le joueur peut être suspendu. Donc là, on attend voir si ce joueur-là en question sera pas rencontré par le comité de discipline pour une suspension. Mais Kotkaniemi est revenu dans la partie. OK. Mais donc, on a vu que c'était un joueur blessé qui jouait. On voyait que c'était un joueur blessé qui jouait. Kotkaniemi? Oui.
Ben oui, c'est sûr qu'il était ébranlé, mais par contre, le fait qu'il soit revenu, c'est que ben, c'est bon signe parce que normalement, s'il avait une commotion, il ne serait pas revenu dans le match. Donc, il a été vu tout de suite par l'équipe médicale et il a eu le feu vert pour revenir dans le match. Oh, ok, je comprends. Oui. Mhm, Alors voilà pour le hockey. Je veux parler de la NFL parce qu'on sait que le Super Bowl se tiendra le dimanche 7 février prochain, la semaine prochaine. Jean-Gary, je dois dire que ça va être un Super Bowl qui aura lieu à Tampa, mais en toute sobriété. Quand je dis en toute sobriété, à cause de la pandémie, pour la première fois dans l'histoire des Super Bowls, ça va être le 55e Super Bowl, les géants de l'industrie de la boisson ne produira pas de publicité. Oh. Par exemple, Coca-Cola, Budweiser et Pepsi, on sait que lorsqu'il y a le Super Bowl, les publicités ont la cote et ces grandes compagnies-là paient des millions pour faire passer leur publicité. Alors ces compagnies-là ont, au lieu de dépenser des millions de dollars pour présenter les publicités, ils veulent dépenser cette somme-là pour contrer la pandémie. Donc, on sait qu'aux États-Unis, la pandémie fait rage. On parle de 24 millions de gens touchés par le coronavirus et on parle aussi de plus de 400 000 décès. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles ces grandes compagnies ne diffusent pas de publicité. Donc, on voit que le cœur n'est pas tellement à la fête aux États-Unis, même s'ils vont présenter le spectacle de mi-temps qui sera le Canadien de week-end, mais ça va se faire en toute sobriété, ce Super Bowl. Et ça fera quand même un gros trou dans le budget. Ben oui, c'est sûr, parce que ce sont les publicités qui rapportent beaucoup lors des Super Bowls, mais bon, on fait face à une réalité aussi qui est la pandémie. Ok. Oui. Alors, ce Super Bowl, par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va opposer les Chiefs de Kansas City aux Buccaneers de Tampa Bay. Donc, qui dit Chiefs de Kansas City dit Patrick Mahomes, le quart arrière, et chez les Buccaneers, c'est Tom Brady. Alors, Tom Brady qui sera à sa 10e participation au Super Bowl versus Patrick Mahomes à sa 2e participation. Donc, ça va être intéressant de voir la jeunesse contre l'expérience. Ouais. Mais ça va être intéressant. Ouais, mais quand même, Tom Brady, lui, il ne vieillit pas. Il est âgé de 43 ans. Et il gagne encore. Ah oui, absolument. Et parce qu'on pensait que c'était juste avec les Patriotes qu'il pouvait gagner. Oui, mais il a choisi de quitter les Patriots pour aller à Tampa. Et là, il se joint à sa première année aux Buccaneers et déjà, il participe au Super Bowl. En tout cas, c'est tout un joueur. Je pense que c'est un phénomène, ce gars-là. Oui, et puis c'est là qu'on voit aussi l'importance d'un quart arrière dans une équipe de football. Non, une équipe de football, ça prend un quart arrière. Ah ben oui, si tu n'as pas un bon quart arrière, ben tu ne participes pas au Super Bowl, ça c'est clair. Donc, ça c'est sûr. Hein? Oui. Alors, je veux aussi parler brièvement de la NBA, des Raptors, qui connaissent une saison jusqu'à présent, coup-ci, coup-ça. À l'association, à la conférence de l'Est, ils occupent le 12e rang. Donc, je voulais juste mentionner que comparativement aux années passées, les Raptors ont un peu de difficultés. Disons que les Raptors doivent se dépêcher pour commencer à gagner parce que personnellement, je vois les équipes dans l'Est
Je peux te dire quelque chose, Marlene, les équipes sont très fortes Ah oui, dans absolument. l'Est. Et surtout avec Les l'arrivée Nets, du Big Three, des Nets de New York, oui, qui ça va occupe être actuellement très le difficile. deuxième rang derrière Philadelphie. Oui, c'est une conférence qui est très forte cette année. Je pense que ça va être difficile pour les Raptors. Oui, oui, je J'espère qu'ils vont l'avoue. participer dans les séries, mais ça va être très, très difficile. Et ça, c'est s'ils peuvent participer aux séries, parce qu'actuellement, ils occupent le 12e rang. Donc, je souhaite pour eux qu'ils gagnent plusieurs matchs pour avoir accès aux séries. Mais c'est une conférence qui est très forte cette année, la conférence Est. Oui, en effet. Oui. Alors, pour terminer, je voulais parler d'une nouvelle qui est passée sous le radar. Je vais vous en parler brièvement. C'est au niveau du soccer. C'est qu'on a appris que le gouvernement du Québec a décidé de ne pas appuyer financièrement la candidature de Montréal pour tenir des matchs de la Coupe du monde de soccer qui aura lieu en 2026. On sait que en 2026, la Coupe du monde se tiendra au Mexique et aux États-Unis et dans certaines villes canadiennes. Mais pas au Québec. Si je comprends bien, pas au Québec. Ben, pour l'instant, on a eu cette nouvelle-là, c'est-à-dire que le gouvernement ne va pas soutenir financièrement la candidature. Quel gouvernement est du Québec ou bien du Canada? Québec. Okay. Donc, Montréal n'aura pas l'appui financier de Québec. Le gouvernement a donné cette nouvelle-là cette semaine. Bon, moi, je trouve que c'est passé sous le radar, peut-être à cause de tout ce qui se passe au niveau de la pandémie. Et leur justification, c'était justement en lien avec la pandémie et ils appréhendent une explosion des coûts. Mais là, si on peut écouter un match de hockey, on peut aller voir un match de soccer, c'est quoi, c'est dans 2 ans, dans combien de temps encore? C'est dans 5 ans. Ah, mon Dieu, dans oui, parce que c'est en 2026. Dans 5 ans en plus. Mais ça n'a pas d'allure? Bon, ben c'est là qu'on voit que, à mon avis, que la culture du soccer n'est pas encore ancrée dans la société québécoise. C'est comme si jusqu'à présent le soccer ne se limite qu'à des tournois en été chez les jeunes, alors qu'il y a beaucoup d'organisations de soccer qui font valoir ce sport. Au Québec, je parle. Ben, je commence à comprendre, si un jeune veut vraiment percer dans le monde du soccer, le jeune doit carrément quitter le Québec. Ben, il y a quand même des organisations importantes au Québec, mais par contre, quel est le poids, la valeur de cette organisation-là au Québec versus le Canada, les autres provinces canadiennes, ça, malheureusement, je ne peux pas actuellement le dire. Mais en retirant ce financement, en mentionnant déjà leur position du gouvernement, on voit que l'importance est très peu accordée, à mon avis, au soccer. Ouais, c'est en effet, hein, vous êtes. Oui, parce que je me dis, si c'était le hockey, est-ce que le gouvernement, ça serait quoi la position du gouvernement si c'était le hockey? On sait que le hockey, c'est vraiment le sport national, puis même, c'est même une culture, on parle même de religion, entre guillemets, mais on dirait que pour le soccer, c'est pas encore ancré, c'est pas encore dans les habitudes des Québécois. Donc, ça sera une histoire à suivre. Oui, je comprends très bien, Marlene, mais ceci n'empêche pas cela. Oui, oui.
Mais écoutez, on a eu cette nouvelle-là cette semaine. Peut-être que si les organisations de soccer font valoir leur déception auprès du gouvernement, on ne sait jamais. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dans 5 ans, la Coupe du Monde de la FIFA. Donc, beaucoup d'eau auront coulé sous les ponts. En tout cas, moi, personnellement, ça me dérange, cette nouvelle-là, parce que c'est la première fois que j'aurais eu la chance. C'est, comme qu'on dit, dans 5 ans, si on est encore sur cette terre, oui. Et d'aller voir un match de soccer international à ce niveau. Moi aussi. Et puis tout d'un coup, on entend que le gouvernement ne veut pas pour manque d'argent, si je comprends bien. Non. Ils appréhendent une explosion des coûts. Oui, mais regarde, en termes de retombées économiques, moi, je l'ai vu, j'ai déjà assisté, quand on avait la Coupe Junior de 1987, j'étais là. Là, en 2000, je ne sais pas quelle année, soit en 2000, ça fait pas longtemps, et à Montréal aussi. Et puis, en termes de retombées économiques, c'est ah immense. Oui, c'est énorme. Mais bon, ce qu'ils invoquent aussi, c'est actuellement, on est en pandémie. Qui dit pandémie dit beaucoup de dépenses pour eux, le gouvernement. Alors, bon, moi, à mon avis, je trouve qu'ils ont pris cette décision-là rapidement. Sachant justement que à la Coupe du Monde de 2026, oui, moi, je suis certaine qu'il y aura des retombées économiques. Ben, je pense que ça a rapport honnêtement avec le côté municipal. Quand je dis municipal, parce que je me souviens de Nicodère, il s'est tellement battu pour avoir cette affaire-là. Donc, si le Québec décide, c'est parce que le municipal aussi décide de couper dans son budget aussi, d'après moi. Oui. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord, oui. OK. Oui. Après ça, autre chose, Mme Tillus? Non, c'est tout dans le monde sportif pour cette semaine. Alors, ce qui sera surveillé, ce sont les 4 matchs des Canadiens d'ici samedi prochain et le Super Bowl. On va s'en reparler dimanche prochain. Je vais quand même parler de mes prédictions dimanche prochain pour le Super Bowl. Cincinnati, j'imagine? Non, c'est les Buccaneers contre les Chiefs de Kansas City. Ben c'est ça, Cincinnati. Probablement que tu vas choisir. Je donnerai ma réponse dimanche prochain. Pour mettre un peu de suspense. Oui, hein? Oui. Bon, c'est bon, ça. OK, alors je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Mme Tillus. À la semaine prochaine. D'accord, bye. Bye. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclis, cuisine antillaise au 74 46 boulevard Maurice Duplessis, au 514-357-6537, au 514-357-6537. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Igname, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons.
Garage JDS Dumont. Pour tous les bobos pour votre auto, mécanique, débosselage, peinture, 10 801 Quentin, Montréal-Nord, 514-325-1205, 514-325-1205. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Mercier. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Haïtiens d'Haïti et de l'étranger, ainsi que toutes les autres communautés, désormais, la solution naturelle à vos problèmes de santé a une référence. Jean Vauvon Life and Wellness. Jean Vauvon Life and Wellness est une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale en Floride et spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp, 954-516-3695. Ou encore, faites un petit tour sur le site internet www.jeanvauvonpharma.com. Pour éviter le bistouri, la solution Jean Vauvon Life and Wellness au naturel. De retour sur les ondes de la radio Vertière en compagnie de notre journaliste, Monsieur Vladimir Jolin. Monsieur Jolin, est-ce que ça va bien? Bonjour Gary, bonjour à tous, auditeurs et internautes. Des nouvelles et des nouvelles. Oui, des nouvelles et des nouvelles. Et tu veux On va commencer par 4 ans plus tard, 4 ans plus tard, on se rappelle, le 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette était allé à la mosquée de Québec et avait fait 6 morts. La question que je me pose, est-ce que le racisme est présent dans notre société? Il y a un premier ministre qui l'a reconnu. Il y a un autre qui ne le reconnaît pas encore, du moins ne veut pas reconnaître le caractère du racisme systémique. Et il faut pousser une réflexion parce que notre société, on peut dire, à cause de notre diversité ou à cause de nos différences, notre société n'est pas une société juste, je dirais jusqu'à présent, Gary. Ben, il y a des familles en deuil 4 ans plus tard. Oui, M. Bissonnette a été jugé, a été d'abord accusé, jugé et condamné, mais quand même, la blessure n'est pas guérie. Probablement ne guérira pas 4 ans plus tard. Ben, je comprends, et Vladimir. Et est-ce que tu sais quand même, Vladimir, on vit quand même dans un monde irrationnel, d'où la rationalité pure n'existe pas. Elle n'a jamais existé et elle n'existera jamais. Et c'est sûr, on va en trouver des gens qui sont racistes. Mais entre guillemets, et je peux pas dire vraiment que au Québec, c'est raciste. Je peux pas dire ça. Ça fait trop longtemps que je joue au Québec pour dire une telle chose. Avec quand même plus de 40 ans au Québec, je peux pas dire j'ai moins compris ce que tu as dit, Gary. Tu ne peux pas dire quoi? Comme ça fait trop longtemps que je vis au Québec, quand même après 40 ans d'existence au Québec, non, le Québec n'est pas raciste. La seule chose que je peux dire, il y a quelques individus par-ci, par-là, qui sont racistes, c'est tout. Ben, Gary, disons que moi, j'ai peut-être une autre lecture de ça. Le Québec, probablement, n'est pas raciste, mais lorsqu'on parle de racisme systémique, il y a du racisme dans le système, j'apporterai un bémol. C'est vrai que l'ensemble des Québécois ne sont pas racistes, mais
quand pas juste les voisins, quand dans le système, tu vas pour te trouver un emploi, un travail, ou pour certaines choses, on te refuse ou on te donne les dents devant toi, puis quand t'es là, quand t'es parti, on ouvre les grands yeux, où on dit non, on veut pas de ci, on veut pas de ça dans telle boîte, ou on veut pas travailler avec un tel ou une telle. Moi, j'apporte un bémol là-dessus, Gary. C'est pas parce qu'on n'est pas victime de quelque chose que ce quelque chose-là n'existe pas. Bah, peut-être bien, et ça fait tellement longtemps que je suis comme travailleur autonome. Non, c'est vrai, peut-être ça fait plus de 20 ans que je suis travailleur autonome. Je ne connais pas vraiment le marché de l'emploi actuel. Mais il y a une seule chose que je peux dire, est-ce qu'il y a du profilage racial? Ça, je peux te dire, oui, il y a du profilage racial. Ça c'est sûr. Malheureusement, on est encore rendu là, malgré des rapports, malgré les avancées, même malgré ce qu'on avait vu aux États-Unis le printemps dernier, la fin du printemps dernier, début de l'hiver avec George Floyd, il y a du profilage. C'est pas un secret de polichinelle, ça. Puis il faut le dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qui se passe dans notre société. Si on veut une société juste, une société qui change pour le meilleur, il faut se tenir debout pour dénoncer, puis des fois aussi pour faire face avec des institutions, avec des gens, pour que ça change. Parce que si on ne fait rien, regardez, ça fait longtemps que la manne du ciel n'a pas tombé sur terre. Et que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Bon, mais enfin, Trudeau a décidé d'interdire les vols vers le sud. Le Mexique demande déjà de faire marche arrière. Donc c'est quand même leur pain et leur beurre quand même. Ben effectivement, les pays, comment je pourrais dire ça, les pays du sud, donc les pays les Antilles du sud, à consonance touristique, je les comprends. Parce que cette pandémie-là n'est évidente pour personne. On ne veut pas fermer l'économie. D'un autre côté, la santé publique est importante. Fait que jongler avec l'économie puis la santé, ce n'est vraiment pas une chose évidente. Puis, comme j'ai peut-être déjà dit, Gary, à la radio, je n'aimerais pas être dans les bottines des chefs d'État. Honnêtement, je n'aimerais pas être à la place ni de M. Legault, ni de M. Trudeau, parce que ce n'est pas évident. Peu importe la décision prise, on va être critiqué, puis ce n'est pas juste à l'interne, au Canada ou au Québec, mais il y a les autres pays avec qui le Canada, le Québec font affaire. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien. C'est vraiment un pensez-y bien à ce niveau-là, Gary. C'est incroyable. Hein? Et moi non plus, j'aimerais pas ça être chef d'État présentement. En tout cas, pas pendant cette période du mois. Mais tu sais, on aime les défis, mais c'est tout un défi aussi, hein, tu sais. Oui, il y a ça aussi, sûrement, mais défi ou pas, moi perso, je n'aimerais pas être à la place d'aucun de nos chefs d'État. Disons qu'au début, c'était le fun pas mal. Et mettons, pour Dr. Arruda, c'était le fun, là, au début. Mais plus les jours avancent, on voit que ça commence à être très dur pour lui. Ainsi que pour Legault et ainsi que pour Trudeau aussi. Ben, exactement. C'est pas évident pour aucun d'eux. Mais c'est incroyable, hein? Vraiment, c'est incroyable. Si on fait un petit tour aux États-Unis, on voit que l'Obamacare est déjà de retour avec Joe Biden. Le prédécesseur plutôt de Joe Biden, Donald Trump, oui, il voulait défaire l'Obamacare, mais qu'est-ce qu'il a présenté? Que dalle, nada, niet, rien. Je veux dire qu'il fallait revenir. Je pense que c'était la bonne décision à faire parce que, à mon sens, Obamacare n'aurait jamais dû être défait ou essayer d'être défait par Trump. Trump, il a voulu défaire
beaucoup de choses. On a vu ce qu'il a fait à l'ALENA. Il a forcé la renégociation de l'ALENA qui est devenue l'AECMU ou l'AUMC. La difficulté à prononcer. États-Unis, Mexique, Canada. Et président. Il a essayé de défaire Obamacare, mais quand même par un vote crucial du regretté sénateur de l'Arizona, je crois, John McCain, qui a sauvé Obamacare. Et puis, Trump n'a jamais présenté quoi que ce soit. Seulement a essayé de défaire, mais jamais présenté quoi que ce soit. Donc, c'est important que l'on puisse faire quelque chose. Puis, je pense que Biden, qui avait suivi ça de près lorsqu'il était vice-président, puis il a signé le décret pour remettre Obamacare, parce que on comprend que pour lui, la santé, c'est important, la santé surtout, la santé des plus démunis. Puis je pense qu'on parle d'après ce que je comprends, du moins, on parlait de ça depuis quelques années, peut-être essayer d'avoir un système de santé qui ressemblerait à notre système canadien, un système universel. Puis je pense que à ce niveau-là, il pourrait prendre exemple sur le Canada, justement. Ouais. C'est incroyable. En plus, Biden demande aux Américains de porter un masque pendant ces 100 premiers jours. De plus, actuellement, il demande même de mettre un double masque aux États-Unis. On parle de 0 à double masque aux États-Unis. Dès demain, si je ne me trompe, ou pendant cette semaine, que ça devient officiel. Puis, c'est un gars pragmatique. Je pense que, contrairement à Donald Trump et aux républicains, les démocrates, dans ce contexte-là, en tout cas, ont plutôt démontré un certain pragmatisme pour porter le masque. Donc, probablement, le masque n'interdit pas, comment je peux dire ça, le masque ne fait pas en sorte que le virus vient sur toi, mais au moins, lorsque vous êtes deux personnes à avoir le masque, l'interlocuteur protège la personne qui parle et la personne qui parle protège l'interlocuteur. Je pense que c'est une bonne méthode, une bonne façon à adopter. Puis là encore, je pense que ils prennent exemple sur le Canada, le Québec. Donc on suggérait aux gens de porter un masque. Maintenant, le masque est devenu obligatoire. Puis des fois, on peut prendre leçon sur les États-Unis, puis aussi prendre leçon sur nous autres ici de ce côté-ci de la frontière. Une pause publicitaire s'impose, Vladimir. OK. Les bons sont criminels, les bons empêchements, les bons probablement. Même juste commenter les. Excusez-nous. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclise, cuisine antillaise au 74-46 boulevard Maurice Duplessis, au 514-357-6537, au 514-357-6537.
Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-34-43. Alimentation Caraïbes Plus, Venez-y, nous vous y attendons. Oui, de retour sur les zones de la radio Vertière en compagnie de M. Vladimir Angelin. Monsieur Angelin. Monsieur Vladimir. Oui. Bon, tu es là? Bon, continuons avec le Québec qui prolonge le couvre-feu. Bon, ça commence à faire jaser, mais jaser pas mal, hein. Prolongation de couvre-feu, bonne chose ou mauvaise chose? Bon, en fonction de ce que le ministre de la Santé a dit avec le gouvernement, M. Legault, il commence à voir que le couvre-feu fait en sorte qu'il y ait des diminutions de cas, des diminutions d'hospitalisation, mais en même temps, il y en a encore. Probablement, il veut peut-être être certain que c'est vraiment le couvre-feu qui fait ça. Oui, mais plusieurs gens, plusieurs instances, plusieurs organismes chialent par rapport à ça. Donc, d'après ce qu'il a dit dernièrement cette semaine en point de presse, plutôt en conférence de presse, pas point de presse, mais conférence de presse, que ça ne sera pas généralisé dans quelques secteurs, peut-être les secteurs les moins à risque ou les moins touchés. Ces villes-là, ces municipalités-là seront ouvertes, tandis que Montréal, Québec, les grands centres urbains, cette prolongation-là sera surtout pour les grands centres urbains, en l'occurrence Montréal. Par contre, il y a déjà des contestations par rapport à ça. Il y a un avocat qui a déposé 2 contestations contre le couvre-feu. Il a dit que ce n'est pas normal, à la rigueur même, on parle d'illégalité. Donc, une des contestations a été posée. Je ne me rappelle pas si c'est les 2, mais entre autres, je sais qu'il y en a une en habeas corpus. L'habeas corpus ou habeas corpus ou corpus, dépendamment qui écoute. C'est un type de demande, de requête qui est prioritaire. Donc, ça veut dire que le tribunal devrait entendre la cause dans les 30 jours après la demande. Est-ce que c'est inconstitutionnel, le couvre-feu? C'est ça plusieurs personnes, plusieurs avocats sont en train de dire ça. Mais on se rappelle dernièrement, on avait parlé avec Maître Bérard, qui est constitutionnaliste, qui voit la chose d'une autre façon dans ses yeux de constitutionnaliste. Par contre, il y a plusieurs pénalistes et plusieurs criminalistes et d'autres avocats encore en droit public qui ne voient pas nécessairement la chose comme Maître Bérard. Donc, certains disent que c'est anti-inconstitutionnel. On évoque la charte canadienne, d'autres parlent de l'article 1er de la charte, donc le fameux test d'Oakes, OAKES. Donc, c'est pour valider la constitutionnalité du décret. Donc, on va voir, mais c'est sûr que les batailles juridiques vont pleuvoir. Puis moi, j'ai hâte de voir, parce que c'est du droit. Pour plusieurs, on parle, c'est du droit nouveau. Ce n'était pas, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, ou très très peu. Mais on essaie de revoir aussi, les gouvernements essaient de revoir les choses, mais en même temps, le côté, le système judiciaire aussi est en branle, parce que lorsqu'on fait appel aux tribunaux pour trancher sur un sujet de droit, à la rigueur même sur un sujet de charte, donc on peut comprendre que ce n'est pas chose facile. Donc
ça promet. Honnêtement, ça promet au Québec. Par rapport au recours, voilà. C'est le mot que je cherchais. Et tantôt, Vladimir, je te parlais que j'admets que le profilage racial existe. Pas plus loin que cette semaine que des policiers menottent un avocat noir sans raison devant sa fille de 15 ans. En tout cas, Dieu merci on peut avec la technologie rendre ça public. L'histoire, c'est que de ma compréhension, j'ai écouté l'entrevue ou un extrait que l'avocat en question a donné. Il est sorti aller chercher de la bouffe pour la famille. Il était accompagné de sa fille de 15 ans. Par contre, il a pris la voiture de sa femme. Ce n'est pas son auto, mais c'est l'auto de sa femme. Mais c'est sûr que généralement, lorsqu'on conduit une auto qu'on ne conduit pas d'habitude, il y a de fortes chances, une chance sur deux, qu'on ne sait pas nécessairement où les papiers de l'auto se trouvent. Des personnes mettent les papiers dans le coffre à gants, d'autres mettent les papiers de l'auto dans l'appui-main, d'autres le mettent dans la petite affaire. Il y a une petite pochette en haut, surtout dans certaines voitures, là où on met les lunettes, je crois. D'autres personnes essaient de mettre ça. Donc, la police, l'autopatrouille a intercepté le policier, a fait bonjour. Premièrement, il ne lui a pas demandé de dire de l'avocat, on ne lui a pas demandé vos papiers. C'est la question habituellement qu'on me pose. Quelle est ta profession? Où vas-tu? À qui appartient cette voiture? Je trouve comme policier, c'est peut-être pas bonjour monsieur, contrôle, il me semble que c'était. Puis premièrement, selon le code de déontologie, un policier, il est obligé de vous voyer. Pour les gens qui ne savaient pas, il est obligé de vous voyer avec politesse. À moins qu'il s'agisse d'un cas d'un cas spécial, d'un cas où est-ce que le policier vous a pris en flagrant délit, mais une vérification de routine comme ça, le policier doit vraiment vous demander d'arrêter votre voiture et venir à votre porte, vous demander vos papiers, votre permis de conduire. Le monsieur a dû dire, regardez, voilà mon permis de conduire, c'est la voiture de ma femme, je vais acheter de la bouffe, je cherche. Le policier est parti, puis l'avocat continue à chercher les papiers. Finalement, en cherchant les papiers, il a trouvé le papier, puis il est sorti de son auto pour le leur apporter. Aux grandes surprises je dis aux grandes surprises au pluriel, aux grandes surprises de l'avocat, on lui a mis les menottes. On a été dans l'autopatrouille, puis la fille a commencé à filmer. Et puis, le monsieur a dit, mais je comprends pas, je suis dans l'auto de ma femme, c'est pas une auto que je conduis d'habitude, et puis, voilà ce qui s'est passé. Et puis, il a sorti des papiers, il a sorti son permis de conduire. J'ai trouvé ça un peu très spécial. À la rigueur, la réaction des policiers était imbécile à mon sens. On est en train de changer les permis de conduire, ok? Mais tout le Québec n'a pas encore changé les permis de conduire. Les permis de conduire, les nouveaux permis de conduire ressemblent un peu aux nouvelles cartes d'assurance maladie, ok? Le monsieur a rendu son permis de conduire qu'il avait délivré par le Québec. Le policier lui a dit, vous nous avez donné un faux permis de conduire. Mauvaise vérification de la part du policier. Puis le monsieur a dit, regardez, je suis avocat, je suis membre du barreau. Et ils ont commencé à rire. Ils ont ri du bonhomme. Et la question, je me pose, était-ce parce qu'il est noir? Était-ce si c'était un policier blanc? Aurait-il agi de même, ces policiers-là? Quand finalement, ils ont trouvé le monsieur a sorti sa carte du barreau, là, il a dit, mais garde, vous avez 30 jours pour contester, puis ils sont partis. Puis il a demandé qu'on les noms, numéros matricules de tous les policiers. Semble-t-il, il y avait entre 6 et 8 policiers. Oui, le policier, lorsqu'il a imprimé la contravention, communément ce qu'on appelle le ticket,
Il lui a dit oui, les noms des autres policiers sont sur le ticket. Finalement, il n'y avait qu'un seul nom, celui du policier, et le numéro de matricule du policier qui a émis le ticket, peut-être fort probablement celui qui a menotté. Bon, il y a Maître Fernando Belpont à qui on a interviewé la semaine dernière ou 2 semaines de cela. C'est lui qui va représenter son confrère, son collègue, qui va le défendre comme avocat. Bon, on a essayé d'entrer en contact avec lui, mais dernière minute, il ne pouvait pas. Fait que j'ose espérer que cette histoire-là ne sera pas une histoire qui va rester là. Parce que je pense que le rapport de 2019 qui avait démontré qu'il y a toujours du profilage par rapport aux Noirs, aux Autochtones et aux gens des communautés arabes. Donc, il faut que ça cesse. Il faut que la communauté noire, surtout, se prenne en main, se tienne debout pour dénoncer. Puis, quand vous vous faites arrêter par un policier, il faut sortir votre caméra, il faut filmer. Vous avez un droit, c'est un droit. Bien sûr, il ne faut pas venir nécessairement à un mètre de lui pour ne pas entraver son travail, mais jusqu'à présent, j'ai peut-être un problème avec le mot entraver le travail d'un policier, parce qu'il y en a qui abusent. Malheureusement, ce sont toujours ces policiers qui font mal paraître le système constabulaire, qui font toujours mal paraître les policiers au Québec. Donc, l'ensemble des policiers, à mon sens, ont été bien formés, ils font avec passion, avec respect leur travail. Mais ça prend cette minorité-là de policiers, ce petit groupe-là, ces bandes de Gaulois, entre guillemets, pour faire mal paraître les policiers du Québec, surtout les policiers de Montréal. Vladimir, lorsqu'on parle de policiers, que ce soit en Haïti, c'est la même chose. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des journalistes qui marchent contre la brutalité policière en Haïti. Exactement, parce qu'il y a des journalistes qui se sont fait tabasser en Haïti par la police. Donc, voilà notre système. Voilà le monde dans lequel l'on vit. Parce que le rôle de la police, c'est protéger et servir, mais j'ai comme l'impression que c'est devenu abuser et sévir plutôt. Ouais, il faudrait que les gouvernements, surtout dans nos démocraties, dans les États de droit, que ces policiers-là soient sanctionnés, soient vraiment sanctionnés, parce que ce n'est pas normal qu'on agisse envers la population de cette façon-là. Ce n'est vraiment pas normal. Honnêtement, Vladimir, je parle de moi-même, j'ai vraiment peur des policiers. Admettons, je suis en train de conduire, je vois un policier à côté de moi, je n'arrive même pas à le regarder dans les yeux. Imagine-toi, ça n'a pas d'allure. Non, à ce point-là que j'ai tellement peur des policiers. Que lorsqu'on voit un policier, lorsqu'on a un problème, on devrait nous adresser au plus vite aux policiers, parce qu'il est là pour nous protéger, pour nous servir, mais cet état policier-là, j'ose espérer que l'état de droit, que les tribunaux auront un droit de regard sur ce qu'ils font, sur leur travail, qu'ils soient vraiment contrôlés, puis qu'ils soient sur la sellette. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Mais comme je viens de dire aussi, ce n'est pas l'ensemble des policiers, mais que ces policiers-là dénoncent leurs confrères qui font le travail, puis qui ternissent l'image de la force policière au Québec, au Canada, un peu partout dans le monde. Le dossier chaud cette semaine, c'est le cas de kidnapping. Un Canadien d'origine haïtienne qui s'est fait quand même kidnapper en Haïti. Honnêtement, Gary, des fois, je me pose la question, que vaut la diplomatie canadienne ou qu'est-ce qu'elle fait? Je la trouve un peu molle, parce que lorsqu'on est citoyen canadien, on devrait être protégé par notre ambassade. J'ai écouté Raymond Laurent hier, on sait que, CKUT est passé, Raymond Laurent avec son émission est passé de commentaires. J'ai écouté l'extrait, honnêtement, c'était vraiment aberrant. Monsieur Laurent a écrit une lettre au député Emmanuel Dubourg pour lui demander que le Canada fasse des interventions pour ramener ce Canadien d'origine haïtienne-là kidnappé par les États-Unis. Et semble-t-il, j'ai dit semble-t-il, d'après les informations que j'ai entendues, que l'ambassadeur canadien en Haïti actuellement a fait des dons à la police nationale pour l'achat d'armes. Je pense que l'ambassadeur en question devrait s'arranger
pour faire libérer ceci sans égratignure, sans rien, ce Canadien d'origine haïtienne-là. Parce que on m'a expliqué une histoire de quelque chose qui était arrivé en Haïti déjà, c'était un citoyen américain, mais ça n'a pas pris de temps. Les États-Unis ont mis leur pied à terre. L'ambassadeur même des États-Unis est allé dans cette localité-là. C'était quelque part sur la route nationale numéro 1 à Cabaret, dans la localité pas loin de l'Arcaillet où le drapeau a été cousu. C'est ça. On trouve que la diplomatie américaine semble peut-être plus forte que la diplomatie canadienne. J'ose espérer que les médias, tout le monde qui ont un micro, qui ont une caméra, qui ont une émission, vont faire pression sur le gouvernement du Canada, vont interpeller le nouveau ministre des Affaires internationales, Monsieur Garneau, pour peut-être aussi le ministre de l'Immigration, Monsieur Mendicino, pour que ce Canadien-là d'origine haïtienne nous revienne en bien. Et tantôt à l'émission, je pense que tu étais à l'écoute, l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. Oui, j'ai posé la question que son vis-à-vis fédéral, M. Dubourg, est saisi du dossier, mais il faudrait qu'on sache ce que le Canada fera. Il faudrait qu'on pose des questions à M. Dubourg, mais principalement, personnellement, au ministre responsable de la sécurité des Canadiens à l'extérieur du Canada, à savoir le ministre des Affaires internationales canadien, M. Garneau. En tout cas, si on a le temps, je vais voir si on peut mettre l'extrait de Franz Benjamin tantôt. Surtout, peut-être aussi, Gary, l'extrait parce qu'il y a eu le témoignage de la famille du monsieur qui s'est fait kidnapper. Ça sera important que la population ait connaissance de cela aussi. Ah, d'accord. Je Vladimir, encore une autre fois, une autre publicité s'impose, mon cher ami. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclise, cuisine antillaise au 7446 boulevard Maurice Duplessis, au 514-357-6537, au 514-357-6537. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Igname, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons.
Garage JDS Dumont. Pour tous les bobos pour votre auto, mécanique, débosselage, peinture, 10 801 Quentin, Montréal-Nord, 514-325-1205, 514-325-1205. Eh oui, de retour sur la zone de la radio Vertière en compagnie de notre historien et l'auteur Anthony Georges-Pierre. Monsieur Georges-Pierre, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. On est là, on se maintient. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Bon, je vais poursuivre avec le portrait que j'avais esquissé de ces deux conducteurs de peuple et ces deux principaux constructeurs de la nation haïtienne, et François-Dominique Toussaint-Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Nous savons que la révolution de 1791 devait être le point de départ d'une association qui a vu Dessalines faire ses premières armes aux côtés de Toussaint Bréda dans les bandes de Biassou, de Jeannot et de Jean-François, avant de se retrouver sous les ordres de Toussaint Louverture, qui reconnut en lui de brillantes qualités militaires. Entre 1794, année du passage de Toussaint Louverture au service de la France, lorsqu'il abandonna l'Espagne, et 1799, année de la consolidation de la liberté des anciens esclaves, une époque où se dessinaient les grandes orientations de la geste louverturienne, Jean-Jacques Dessalines se hissa dans la hiérarchie militaire pour devenir avec Moïse Louverture et Charles Belair les indispensables subordonnés du général en chef et gouverneur de Saint-Domingue, en l'occurrence Toussaint Louverture. Sa participation dans la guerre du Sud, ses exploits militaires, le haut niveau de leadership qu'il a démontré dans presque toutes les circonstances, sa position de premier plan dans la réalisation des grands desseins du général en chef et la confiance dont il jouissait auprès de Toussaint Louverture faisaient de cet intrépide officier général le successeur éventuel du premier des Noirs. Dessalines s'acquitta de cette mission avec honneur et dignité jusqu'au moment où il tomba sous les balles assassines et les couteaux meurtriers de ses frères dénaturés, après avoir conduit sur le chemin de l'indépendance ce peuple sacrifié sur l'autel des ambitions personnelles, des luttes fratricides et des compromissions sordides. Toussaint et Dessalines forment une équation vivante et indestructible, un diptyque impressionnant, ce binôme conquérant qui, selon le mot de Jean Jaurès, n'a pas ignoré ses appels du destin, ses ouvertures de l'histoire. Dessalines ramassa des mains défaillantes de Toussaint l'épée de l'émancipation des Noirs pour ranimer la flamme de la liberté et parachever le travail d'indépendance inauguré par l'illustre précurseur. C'est pourquoi la légende de Toussaint raffermit l'épopée dessalinienne, tout comme l'épopée dessalinienne caractérise dans tous ses aspects la geste louverturienne. L'expérience de gouvernement autonome faite par Toussaint à Saint-Domingue a été le creuset où s'est fortifiée l'entreprise dessalinienne nourrie par le sentiment de rupture avec le régime esclavagiste, en réalité le rêve haïtien. La magnanimité de Dessalines éclate à travers ces mots qui se détachent de sa proclamation au peuple haïtien le 1er janvier 1804, quand il disait « Et toi, peuple trop longtemps infortuné, témoin du serment que nous prononçons, souviens-toi que c'est sur ta constance et ton courage que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels tu luttais depuis 14 ans. Rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense et que maintenant je ne suis riche que de ta liberté, que mon nom est devenu en horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage et que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui t'a vu naître. Je jure enfin de poursuivre à jamais les traîtres et les ennemis de ton indépendance. Eh bien, cet attachement à la liberté et à l'indépendance, professé par le génial fondateur, trouvait sa résonance de la lucidité politique et de la vision extraordinaire de cet indomptable conducteur de peuple, François-Dominique Toussaint Louverture, qui, à travers les soubresauts et les vicissitudes de la vie coloniale, convertit une insurrection en révolution pour assurer
le salut de ses frères de race. Et c'est pour faire ressortir toute la vitalité du génie louverturien que le docteur Jean Price-Mars a écrit dans son ouvrage Une étape de l'évolution haïtienne. Il a dit, quand un homme a su par la puissance de la volonté, la pénétration, la finesse de son jugement, l'acuité de son coup d'œil, la perspicacité, la justesse et la promptitude de ses décisions, déjouer la trame des contingences historiques, briser les obstacles, dompter les éléments pour se hisser comme César ou Napoléon au rôle de conducteur d'hommes et se montrer chaque fois supérieur aux moyens dont il use, qu'importe que cet homme-là sache l'orthographe de la langue qu'il emploie. Les mots, les idées, les hommes sont les outils dont il se sert pour produire de l'action. Parole du docteur Jean Price-Mars à propos de Toussaint Louverture. C'était donc à cette école de grandeur d'âme et d'énergie morale qu'a été formé Jean-Jacques Dessalines pour parachever l'aventure révolutionnaire de 1791 et ouvrir le chemin vers ce point d'achèvement d'une œuvre glorieuse consacrée par l'acte solennel du 1er janvier 1804. Si l'idée fondamentale de la liberté s'était concrétisée à Saint-Domingue avec Toussaint Louverture, l'œuvre de Dessalines, a écrit l'historien Timoléon C. Brutus, est un foyer qui éclaire l'âme des opprimés du monde. À son exemple finira la domination des nations de proie qui capturent à la servitude les collectivités faibles vouées à l'injustice inhumaine des forts. Les deux démarches, la démarche louverturienne et la démarche dessalinienne, avaient la même finalité, avec des moyens différents qui tiennent au caractère, au style des deux hommes. Ils avaient tous de faire leur preuve dans le métier des armes, où l'un était sous le commandement de l'autre. Jamais Toussaint Louverture, alors général en chef de l'armée indigène, eut à se plaindre du général Jean-Jacques Dessalines, son second. La discipline militaire avait attaché Dessalines à la fortune de Toussaint, dont il admirait le haut degré de leadership. Résumant dans une synthèse judicieuse l'équation Toussaint Louverture Jean-Jacques Dessalines, le docteur Louis-Joseph Janvier, dans son ouvrage Les Affaires d'Haïti, a parlé en ces termes des deux aïeux qui furent très grands par-dessus les sublimes. L'un conçut, l'autre fonda. Le premier a nom Toussaint Louverture, le second Jacques le Grand, d'or majestueux dans sa simplicité fière et dédaigneuse. Ils resteront plus admirables que les autres parce que leurs actes ne furent que les conséquences de leurs principes, des opérations successives pour la réalisation d'un plan arrêté d'avance et parfaitement exécutable. Tous deux sont morts martyrs pour le triomphe d'une idée. Ils voulaient la patrie forte et redoutable pour qu'elle fût secourable à la race. En revendiquant un si glorieux héritage, nous ne saurions nous permettre de laisser sombrer dans l'oubli la geste du précurseur et l'épopée du fondateur. C'est pourquoi nous continuons à marquer notre enracinement dans une tradition fortifiée par la grandeur du Paris louverturien et par la magnificence de l'idéal dessalinien, deux nobles desseins qui demeurent exemplaires aux yeux des hommes et des femmes épris de liberté. Pour elle-même, la nation haïtienne ne pouvait se passer du brillant génie politique de Toussaint Louverture et du prodigieux talent militaire de Jean-Jacques Dessalines, de la symbiose ennoblit le sentiment d'amour propre cultivé fièrement par des générations successives d'Haïtiens. Le 17 octobre 1931, à l'occasion du 125e anniversaire de l'assassinat de Dessalines, le président Seigneur Vincent, un hommage au fondateur de la nation haïtienne, déclarait devant une foule attentive: « Cet homme est unique, la haine l'a presque déifié et la vengeance l'a grandi. Haine faite d'amour, vengeance faite de justice. » Rendant un hommage bien mérité à Toussaint Louverture, ce génie de la race, le père Cabon a écrit dans son manuel d'histoire d'Haïti: « L'assurance en lui-même, sans contrepoids, sera aux uns une garantie de succès. Aux autres, elle paraîtra orgueil insupportable. Au premier, elle imposera la confiance la plus entière, malgré les fréquentes déceptions. Au second, elle inspirera la méfiance la plus enracinée et la méconnaissance des intentions les plus sincères. » Cette opinion rejoint la cession de l'Américain Wendell Phillips, qui reconnut en Toussaint Louverture l'une des plus nobles figures de l'histoire universelle. Et dans un discours qui garde encore toute son actualité, il déclarait: « Vous me prendrez sans doute ce soir pour un fanatique,
parce que vous lisez l'histoire moins avec vos yeux qu'avec vos préjugés. Mais dès 50 ans, lorsque la vérité se fera entendre, la muse de l'histoire choisira Phocion pour les Grecs, Brutus pour les Romains, Hamden pour l'Angleterre, Lafayette pour la France. Elle prendra Washington comme la fleur la plus éclatante et la plus pure de notre civilisation naissante, et John Brown comme le fruit parfait de notre maturité. Et alors, plongeant sa plume dans les rayons du soleil, elle écrira sous le ciel clair et bleu au-dessus de tous le nom du soldat, de l'homme d'État, du martyr, Toussaint Louverture. Parole de l'Américain Wendell Phillips. L'ostracisme exercé à l'encontre de ces deux titans, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, fait partie de ces efforts désespérés pour souiller la mémoire de ces deux géants dont la prestation sur le plan politico-militaire marque pour les changements apportés à la condition humaine une évolution irréversible qui défie l'usure du temps. Tant elle permet de saisir l'importance de la liberté dans la transformation des sociétés aspirant à l'égalité et à la justice dans les relations internationales. On ne peut, sans sacrifier aux préjugés, à l'ignorance, à la nonchalance et à l'inconvenance, dissocier l'œuvre du précurseur de la prestation du fondateur. Ce manque d'objectivité, qui participe des dessins obscurs d'une casse intellectuelle frivole, anxieuse de réécrire l'histoire de manière fantaisiste, sous-estime ce que le professeur et Leslie François Maninga appellent des variations thématiques dominantes qui donnent sa configuration à la perspective historique. Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines demeurent inséparables l'un de l'autre, et la République d'Haïti doit sa naissance au génie révolutionnaire du précurseur et au courage indomptable du continuateur, deux hommes dont l'œuvre titanesque au bénéfice du genre humain les confine à l'immortalité. Merci pour votre écoute. Donc, c'était une page de l'histoire d'Haïti, silhouettant la personnalité de ces deux titans, ces deux géants, ces deux conducteurs de peuple et constructeurs de la nation haïtienne, François-Dominique Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, le grand. Professeur, oui. Est-ce que ce Toussaint Louverture fut un phénomène comme Michael Jordan, Michael Jackson, Wayne Gretzky, le roi Pelé, Mohamed Ali? Bon, davantage que ça. Oh. C'est un homme extraordinaire. Imaginez-vous un homme qui n'a jamais été à aucune école pour recevoir une instruction soignée, qui s'est révélé un diplomate extraordinaire sans jamais été à l'UNA ni aux hautes études internationales. Un homme qui s'est révélé un militaire extraordinaire, un génie, un tacticien extraordinaire, et ensuite un politicien de premier ordre, un administrateur génial. Il avait tout ça. C'est que c'est un homme immortel, un homme extraordinaire. C'est le plus grand homme que la race noire ait jamais produit. Avant lui, durant son époque et après lui. C'est une des raisons pour lesquelles tous les conducteurs de peuple et constructeurs de nations, qu'ils s'appellent Mao Tse-tung, qu'ils s'appellent Ho Chi Minh, qu'ils s'appellent Vo Nguyen Diap, qu'ils s'appellent Sékou Touré, qu'ils s'appellent Kwame Nkrumah, qu'ils s'appellent Ben Bella, qu'ils s'appellent Fidel Castro, qu'ils s'appellent Che Guevara, et tous les autres dont je n'ai pas cité les noms, tous ces hommes-là savent et reconnaissent Abdel Gamal Nasser, qu'il y a eu un devancier, un homme qui a ouvert le chemin de la liberté, de la dignité humaine à ces opprimés de la terre, devenu aujourd'hui des leaders du tiers-monde. Il s'appelle François-Dominique Toussaint Louverture. C'est pourquoi la révolution haïtienne est la révolution la plus authentique qui ait eu lieu sur la terre. C'est la révolution qui a transformé le monde, transformé les hommes, qui a détruit le régime esclavagiste et colonial pour, sur cette dépouille, édifier une société moderne, la société haïtienne. Ce que nous autres, les héritiers, en ont fait, donc ça regarde l'historien. Mais Toussaint reste immortel, un génie extraordinaire, et on n'a rien à lui reprocher, même
pas même ses fautes. Professeur, cette semaine, un Canadien d'origine haïtienne s'est fait kidnapper en Haïti, sur la terre de Toussaint Louverture et de Gigi Dessalines. Et qu'est-ce que vous en pensez du kidnapping en Haïti? Bon, et vous savez, je le dis souvent, Haïti souffre d'une crise de leadership depuis le 7 février, depuis au lendemain du 7 février 1986. Une crise de leadership, c'est-à-dire que où se trouverait un homme conséquent, ayant la poigne de Toussaint Louverture, pour s'entourer d'hommes conséquents, honnêtes, probes, sérieux, dévoués, qui ont une vision large des réalités nationales et internationales pour retirer ce peuple du marasme dans lequel il s'enlise. Et pour donner une nouvelle impulsion à l'entreprise louverturienne et à l'idéal dessalinien, de sorte que pour que nous soyons une Haïti meilleure. Non pas mais est-ce que vous laissez au timon des affaires des hommes qui n'ont aucun sens de l'histoire, des hommes qui n'ont aucun sens des réalités nationales, des vauriens, des chenapans, donc le résultat va être le pire. Professeur, le mandat de Jovenel Moïse, le président d'Haïti, doit terminer le 7 février cette année, 2021, ou le 7 février 2022. Bon, je sais que vous avez été à l'école et vous étiez un enfant assez habile quand il s'agit de l'alphabet et de l'arithmétique. Et surtout des chiffres. Vous savez que 2017, un président élu pour 5 ans, 2017, et donc 5 ans, c'est 2022 que ça se terminait. Donc il n'est pas responsable du fait qu'il n'a pas été placé au timon des affaires par des élections en 2016 pour que son mandat se termine en 2021. Donc, il est donc 2022, 7 février 2022, c'est la fin de son mandat. Donc, il n'y a rien à sortir de là. Et il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas de palabre, donc l'arithmétique est formelle. Professeur, l'ancien président Boniface Alexandre, Jovenel Moïse lui a donné un mandat et de revoir la Constitution, ou du moins de refaire carrément la Constitution. Et si vous avez une recommandation à faire, ce sera quoi exactement? Bon, ce serait non pas de remettre la Constitution à un homme. Et l'ancien président Alexandre peut être cet homme-là qui peut présider une commission législative, une commission constitutionnelle pour aborder une autre constitution. Mais il doit faire appel à des légistes, des hommes de loi, des constitutionnalistes, tant dans la diaspora qu'en Haïti, des hommes bien imbus et de certains idéaux pour préparer une constitution qui ne soit pas un prêt-à-porter comme la constitution de 1987, mais une constitution qui reflète nos us, nos mœurs, nos coutumes, nos aspirations en tant qu'Haïtiens, de sorte que nous puissions avoir une constitution qui permettra au pays d'avancer sur le chemin du progrès, de la dignité, de la justice et de la liberté. Professeur, dernièrement, j'ai entendu un économiste français qui disait au minimum, la France devrait rembourser plus de 28 milliards de dollars américains à Haïti. C'est-à-dire 3 fois son PIB. On sait actuellement le PIB en Haïti, c'est à peu près 9,5 milliards de dollars. Avant de me répondre cette question, professeur, est-ce que hier précisément, je faisais une discussion avec un auditeur, et puis moi de mon côté, je sais que oui, il y a un problème en Haïti, mais le fait que son PIB est de 9,5 milliards de dollars, est-ce qu'il y a un manque d'argent en Haïti? Bon, définitivement,
définitivement parce que vous voyez, vous ne produisez pas et vous dépensez. Donc, ça veut dire que si vous avez $5 et que vous dépensez $25, donc vous utilisez le crédit ou bien l'aide internationale. Donc, vous serez toujours déficitaire, malgré le fait que il y a près de 4 milliards de dollars chaque année qui proviennent de la diaspora, mais qui ne sert qu'à acheter des produits cultivables dont que Haïti produisait et avant et autrefois que nous achetons de la République dominicaine. Donc quand cet argent-là vole en éclats. C'est de l'argent pour consommer, si je comprends bien. C'est-à-dire, oui, on reçoit 4 milliards de dollars, mais 4 milliards de dollars, il faut acheter de la nourriture, donc l'argent retourne encore à l'international. Donc, mais alors, en effet, comme tel, les professeurs, et l'État haïtien ne reçoit qu'une petite miette en impôts. Oui, parce que la raison pour laquelle, c'est parce que l'ODVA produisait 400 000 métriques tonnes de riz chaque année. On a fermé l'ODVA et l'ODVA ne produit même pas 4 000 tonnes chaque année. Donc, il n'y a pas de riz à vendre, il n'y a pas de riz à consommer pour que l'État retire des taxes. Et ensuite, le ciment d'Haïti, c'est la même chose. La ASCO, il n'y a plus de train pour venir chercher la canne et le producteur de la canne à sucre à la plaine de Léogane ou à la plaine du cul de Sac, aujourd'hui il est condamné à vendre la canne calée. La canne calée, donc il ne peut pas faire un budget à partir de la production sucrière. Donc vous achetez le sucre en République dominicaine que les compagnies américaines produisent là-bas. Et là-bas, la même chose pour la farine et tant d'autres encore. Vous achetez le pain en République dominicaine. Donc, c'est une dépense, c'est un travail. Mais même le poisson, professeur. Oh, oui, même le poisson. Même le poisson. Alors que la mer est là, elle n'est pas vive. Pour tout le monde. Oui. Donc il y a réellement un manque à gagner. Abordez votre question. Oui. Avant d'aborder l'autre question, dans le même ordre d'idée, professeur, que répondez-vous aux Haïtiens qui disent que Haïti possède beaucoup d'argent, c'est les politiciens qui mettent tout l'argent dans leur poche? Bon, c'est-à-dire que, écoute, c'est un peu vrai, mais alors, l'argent que l'État ici retirait des recettes lorsque la production agricole était acceptable, c'est pas le même argent. Donc, alors que maintenant, les politiciens ne laissent rien. Et aux autres, ils prennent presque tout. C'est comme, par exemple, ils passent à travers la porte, ils ferment la porte et ceux qui sont dehors ne recevront que les miettes, alors que tout est à l'intérieur leur appartient. Donc, c'est un problème sérieux. C'est pourquoi j'ai parlé d'une question de leadership. Un homme qui puisse mettre de l'ordre dans les affaires, un homme qui puisse mettre chaque individu à sa place, un homme qui puisse assurer la sécurité qui plus le progrès économique, progrès politique, progrès social. Un homme qui peut donner un nouvel élan à l'instruction, à la santé et à l'agriculture surtout. Cette semaine, j'ai entendu Jovenel Moïse qui disait que sa génération est en train de dire non, c'est assez, parce que depuis 1987, depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, et c'est comme nous sommes rendus des années en retard, et cette fois-ci, il dit vraiment assez, c'est assez. Donc, maintenant, il essaie de donner de l'électricité, l'eau potable, il est obligé de retourner à la base quand même, professeur. Bon, il n'a pas le choix s'il veut que son régime ait une certaine
un portrait plus ou moins valable aux yeux des historiens. Aux yeux des historiens. Donc il y a une situation difficile et pénible que le pays vit. C'est un pays en totale et parfaite décadence. Donc et qui a besoin de redressement. Donc et je nourris l'espoir qu'un jour apparaîtra sur l'échiquier politique un homme de la trempe de Toussaint Louverture pour dire non. Parce que vous savez que et on ne perd pas l'espoir. Tant qu'il existe un peuple, une nation, l'espoir est là. Vous savez qu'on a eu pendant 200 à 300 ans l'esclavage, le régime colonial nous abrutissait. Les révoltes, les insurrections, le marronnage n'a pas apporté grand-chose. Soudain surgit des matrices et de cette masse amorphe d'esclaves, un homme extraordinaire, Toussaint Louverture, qui a changé le faciès du monde. C'est pas simplement le faciès d'Haïti, non. Le faciès du monde parce qu'il a inculqué aux autres peuples opprimés le sentiment de la dignité, de la liberté et de la justice. Ce que nous avons fait au lendemain du 17 octobre 1806, lorsque les anciens affranchis ont pris la revanche de Rigaud sur Toussaint Louverture et ont entraîné ce pays vers la décadence. Donc ça, c'est une responsabilité que doivent assumer les élites haïtiennes, toutes espèces confondues. Et puis, concernant comme dernière question que vous étiez supposé de me répondre, le 3 fois l'économiste français, M. Thomas, qui disait que la France devrait rembourser plus de 28 milliards de dollars américains à Haïti. Mais on sait que l'Allemagne a dédommagé Israël pour l'assassinat, le meurtre de plusieurs millions de juifs. Et s'il existe un pays au monde qui aurait fait plus de tort à la République d'Haïti, ce pays s'appelle la France. Et s'il existe aussi un chef d'État aussi stupide et bête, c'est Jean-Pierre Boyer qui a accepté de payer une dette de l'indépendance. Quelle dette? Nous avons conquis cette indépendance à la sueur de nos fronts, en versant le sang de nos ancêtres et de nos aïeux. Vous me parlez de dette de l'indépendance. C'est le piètre, un homme piètre, le plus stupide de tous nos chefs d'État, le plus mauvais chef d'État qu'Haïti a eu. Et pourtant, son mandat a duré 25 ans. On comprend. Est-ce que tout ce qui est mauvais doit avoir une vie longue en Haïti? Vous voyez cette constitution de 1987 qu'on a besoin de jeter au feu. Professeur, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Eh bien, mais oui, ok, portez-vous bien. Mais oui. D'accord. Right, portez-vous bien. Mais oui. Ok. Mais oui. All right. Haïtiens d'Haïti et de l'étranger, ainsi que toutes les autres communautés, désormais, la solution naturelle à vos problèmes de santé a une référence. Jean Vauvon Life and Wellness. Jean Vauvon Life and Wellness est une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale en Floride et spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp, 954-516-3695. Ou encore, faites un petit tour sur le site internet www.jeanvauvonpharma.com. Pour éviter le bistouri, la solution Jean Vauvon Life and Wellness au naturel. Yo, Patrick Desbargueux, I hate to say this, man, but I told you so. On s'en va en Haïti avec le docteur Jean-Yvon Pierre avec sa chronique habituelle, la santé c'est richesse.
Oh, petit problème technique. On revient 2 secondes pour petit problème technique. Restaurant Flafla, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes Bonsoir situés Jean-Gary au 58 Cadet, bonsoir Vladimir Gelin, bonsoir Montréal. Salut aux auditrices et auditeurs de la Radio Vertière, particulièrement les fans de la rubrique La santé c'est richesse. Une rubrique patronnée par Mon Argent, Mon Comptable, le cabinet comptable de monsieur Jean-Gary Cadet, comptable en professionnel agréé pour tous vos besoins en comptabilité, fiscalité et impôts. Montréal, Québec, téléphone 514 605 62 24. Également patronné par Jean Vovon Life and Wellness, le magasin en ligne de suppléments et de médicaments naturels au service des Haïtiens d'Haïti et de l'étranger. Téléphone 1-800-910-3532, site web www.jeanvonvonpharma.com. La santé c'est richesse vous est présentée par Dr Jean-Yvon Pierre, docteur en médecine chinoise et acupuncture, ingénieur agronome avec la collaboration de Hérodia Lazare et Rose Yvade Pierre. Aujourd'hui, nous allons parler des vertus médicinales. François Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Igname De la cannelle. La cannelle est l'écorce intérieure de l'arbre appelé cannelier qui la produit. De son nom scientifique Cinnamomum veum, la cannelle est une épice très connue de la famille des lauracées. La cannelle est couramment présentée en poudre, mais on la retrouve aussi sous forme de bâton, de gélules, de comprimés, d'huile essentielle. Et elle est utilisée dans la préparation de gâteaux, d'aliments, de purées, de tablettes, de sucreries, etc. Quels sont les avantages de la cannelle pour la santé humaine? D'abord, la cannelle contient de nombreux antioxydants qui ralentissent le processus de vieillissement des cellules, nous permettant de rester jeunes. Ces antioxydants protègent aussi contre les maladies cardiovasculaires et le cancer. La cannelle possède des vertus antibactériennes, ce qui la rend efficace pour faire disparaître les points noirs sur la peau. La cannelle, également surnommée insuline du pauvre, diminue le taux de sucre dans le sang, une bonne nouvelle pour les diabétiques, en particulier ceux de type 2. La prise quotidienne de cannelle permet de diminuer le taux de triglycérides et de mauvais cholestérol dans le sang. La consommation de cannelle augmente la production de benzoate de sodium dans le cerveau, ce qui permet d'améliorer la mémoire et l'apprentissage et de prévenir les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. La cannelle permet de prévenir les maladies cardiovasculaires en augmentant la circulation sanguine chez les personnes dotées d'un certain embonpoint. Les propriétés antibactériennes de la cannelle en font un excellent remède contre le mal de gorge. De plus, elle contient un composé appelé aldéhyde cinnamique qui lui donne des propriétés antivirales, antifongiques et antiparasitaires extraordinaires. Un bon remède pour les maux d'estomac, pour stimuler l'appétit et améliorer la digestion. Mélangée avec du girofle, la cannelle constitue un remède efficace pour combattre les rhumes et la grippe. L'huile essentielle de la cannelle, en usage externe, permet de lutter contre les douleurs menstruelles grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. De plus, la cannelle est utilisée pour améliorer le transit intestinal, lutter contre la constipation et pour lutter contre les douleurs dentaires, la fatigue et favoriser la perte de poids. Et pour finir, songez que les informations divulguées au cours de cette rubrique le sont à titre éducationnel et informatif seulement
et ne peuvent remplacer une séance de consultation médicale. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp au numéro 954 516 36 95. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour une rubrique pareille. Même heure, même station. Radio Vertière, à l'heure de mon argent, mon comptable. Haïtiens d'Haïti et de l'étranger, ainsi que toutes les autres communautés, désormais, la solution naturelle à vos problèmes de santé a une référence. Jean Vauvon Life and Wellness. Jean Vauvon Life and Wellness est une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale en Floride et spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp 954 516 36 95 ou encore faites un petit tour sur le site internet www.jeanvauvonpharma.com pour éviter le bistouri. La solution Jean Vauvon Life and. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Marie-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. De retour à l'émission Mon Argent, Mon Comptable, sur les ondes de la Radio Vertière. Oui, monsieur Vladimir. Gary, par rapport à ce qu'on a dit tantôt, je pense que tu as peut-être retrouvé l'extrait. Genre, juste pour mettre en contexte, le monsieur qui s'est fait kidnapper, je pense que il s'appelle Philippe Schubert. C'est quelqu'un c'était arrivé dans le coin de Delma 40B, pas tellement loin de l'ambassade du Canada, si je peux dire ainsi. Comme j'ose espérer que le gouvernement canadien va faire de quoi, parce que c'est un Canadien qui a été kidnappé, puis ce n'est pas normal que jusqu'à présent, on n'entend pas grand-chose de la part du gouvernement de Justin Trudeau. Je pense que faut que la diplomatie canadienne, dans ces circonstances-là, prouve quelque chose. Ouais, je comprends. Et on va faire jouer l'extrait, Vladimir. D'accord. Et ça s'en vient. Plaque, machine, service de l'État qui fait. C'est mon qui tape suivre qui dit parce que j'ai machine à venir, je finis prendre tout téléphone, nous toutes là qui étaient chita devant, et puis nous toutes là venons comme un zombie parce qu'il y a pas de pression. Il y a des signes âmes sur nous, fouillons pour tout téléphone toute l'année, et puis rentrer. Qui côté ça passé? Delma 40B. 40B, hein? Oui. Vers qui est comme ça? Bloc 10 heures. Nous t'es chita devant la caille, non? Non, c'est nos business, nous t'es. Il y a un monsieur en dedans, il est rentré. Nous avons travaillé, il est tellement battu parce qu'il n'a pas fait attention pour le courir. Il a dit si le courir, il a tiré. Et puis il a battu en pile. Et puis il est venu prendre monsieur. Il a fait monter la machine. Il a dit comme ça que c'est pas lui qui met business. Il a dit nous mettons toute ça sur moi. Il n'a pas besoin de la main. Regardez, près de 10 ou 12 jeunes garçons avec gros machine. Mais il a fait monter la machine. Et il y a la téléphone. Il y a la téléphone. Tout ça me fait me serrer les sous par là. Rien. Donc, nous n'avons aucun contact avec ni la visseur, pas fait monsieur parler avec nous depuis hier soir. Moi, il est sur téléphone, moi, bloc 11h minuit, mais c'est relé. Je me dis, je vais mettre le téléphone là, je dis, je vais téléphone ça encore. Et puis, accroché. Voilà, où va la marée ou? Non. Il y a bon, il y a pas de téléphone, non, parce que tout téléphone, il y en a main. Et pour qui ça revient là, qui petit message ça passe. D'après de mes amis, mais il n'y a pas qu'à être comme ça, imaginons. Marie, c'est un monde qui est malade, c'est raison plus qu'il fait venir en Haïti, c'est Canada la vive. Il y a des business dans là. Les business container, ça veut dire cargo,
Alors, nous avons marchandises qui nous et puis nous avons nous chaleur, nous pris chaque jour, obtenir des vols, nous avons auprès Marim. Et. Vous avez quel est ça passé? À 10 heures du soir. Nous vous fermez dans le ça? Non. Nous avons fait pour nous fermer parce que nous avons des clients qui mangent, nous pas qu'à. Ah, nous avons un restaurant tout? Nous avons un restaurant tout? Dans le business là? Son bar? Oui. C'est devant nous, vendre barbecue les soirs. Et puis, c'est. Mon cargo est là, nous stockons marchandises, clients pour qu'on vienne près. Et là, quand il y a tout le monde qui a d'eau, autorité, pays à tout message là, c'est qui s'allie, qui sont vlés, dit à pays à autorité, puisque l'autorité c'est premier concerné par la situation là. Ça m'a dit, moi j'écoute Marie-Mie, que la vie c'est même là nous pas comme si c'est négocier parce que nous pas au goût vraiment. Et si nous avons possibilité, pas quoi c'est nous comprendre, tu vas chercher la vie qu'on a pour nous. Tu as vu des chélis, moi d'écouter les gens qui maladie, vous comprenez que il y a des médicaments pour le prendre dès que le film manger depuis hier soir, je me dis par contre comment lui c'est le vivant, c'est le mourir. Ce monde qui maladie va me dire que c'est négocier pour libérer le mouvement. Donc on y a grand problème non PRR, c'est que en contact avec nous avec tout téléphone. Il y a les téléphones, il y a les téléphones qui pour faire négociation. Donc on y a c'est à jouer avec l'intelligence pour nous tabailler un numéro de téléphone et nous pas commander au bail. Parce que là ça en onde là ou l'autre est comme pas canal là où il a le fait coup, il a tout prendre pour prendre comme dans mais nous le déposer rançon, mais pourtant c'est pas avec vrai ravisseur yo numéro à bail. Comme ça avec yo, la cas lui même peut-être numéro l'autre proche lui et oui très probablement. Mais comme les souffrants yo battent nous pas connait qui est accueilli et tout. Est-ce que la mesure pour le rappeler le numéro de téléphone en poche? Parce que depuis devant me tape bousculer pour le rentrer tout ça la dit qu'elle prend tout ça qui sur zéro et pas ça au besoin bousculer à la veille. C'est pas la vie facile pour les gars. Parce que là Mackinson l'état intervenu matin qui parlait de en machine à plaque service de l'État et c'est ça fait on te dit ça mais il y a un monde qui dit attention et avec question plaque service de l'État parce que les gens qu'on volait plaque dans l'autre machine et utilisé pour moi-même oui il faut que dire quand même plaque là et puis qu'on péché me fait parce que dès que fait bas nos pression par téléphone nous tout qui c'est client c'est moi-même yo fait tant que zombie tête à tête il y a des cagoule yo retirer cagoule là yo entre mais ça sont zone qui est très animée oui ça fait oui jusqu'à ça tout le monde courir depuis ces machines qui étaient campées comme si son bagage sauf qui peut démonstration comme ça sauf qui peut tout le monde a chapé pas contre même il n'a que gros âme dans main obligé d'être les mêmes seulement yo pas m'a dit j'ai fait auprès comme c'est bail nous gay par la veille et puis les pas par la veille et les mêmes seulement yo à la veille et moun qui te vini dans business là te vinn prendre yo pas masqué yo pas gain yo te masqué au contraire les descend yo tire tout le monde tire cagoule tout le monde tire cagoule y a parlé à haute voix nous pression moi même de téléphone yo râler yo dit si nous fait appel là y a privé nous à balle depuis ces clients qui obligé tête à tête D'accord, donc nous pensons que le message dans les passés et que je suis prêt à contact avec la famille pour qu'on ait ça qu'a fait parce que vraiment nous pas capable de parler de pas une autorité pour rester nous. Son pays là qui presque frappé 7 plaies d'Égypte. 7 plaies d'Égypte presque sur nous. Mais nous on gratte la gale na bengon nous. Nous d'accord madame. On corona qui fait kidnapping tout. Yeux doux depuis quelques jours pas occupé nous. Et qu'on y a kidnapping non. Donc son pays qui sous 7 plaies d'Égypte. De kidnapping, ici le kidnapping sérieux et kidnapping qu'a fait tout. Et Vladimir. C'est honnêtement Gary, c'est abominable, c'est affreux. J'ai retenu deux choses dans l'extrait. Premièrement, des véhicules avec les plaques du gouvernement, donc service de l'État. Et bon, et puis, on dirait que depuis l'événement, j'ai pas encore entendu le gouvernement, le ministre de la Sécurité publique en Haïti, je n'ai pas entendu le président, je n'ai pas entendu des déclarations
à cet effet pour savoir qu'est-ce qui va se faire pour retrouver le monsieur. On vient d'écouter la dame. Honnêtement, ça me glaçait le sang pendant que j'écoutais cet extrait-là. Gary, faut que ça cesse, puis pas juste. Je pense que ça doit prendre une ampleur internationale. Faites un Canadien d'origine haïtienne. Non seulement que Haïti doit s'impliquer dans la recherche de ce monsieur, mais particulièrement, je dis particulièrement, le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Parce que, justement, la dame a dit que c'est monnaie courante. Les hommes avaient les cagoules. Une fois descendus de l'auto, ils ont enlevé les cagoules. Donc, c'est une affaire, c'est comme zéro impunité. N'importe qui peut faire n'importe quoi en Haïti. Puis la personne rien ne lui arrivera. J'ai comme l'impression, c'est comme Donald Trump avait dit, il peut faire n'importe quoi sur la 5e avenue à New York, rien ne lui arrivera. Donc, je m'excuse, faudrait qu'ils commencent à être punis, ces gens-là. Si ce sont des gens du gouvernement qui sont complices, non seulement ils doivent être révoqués de leur poste, mais il faudrait qu'ils soient, traduits devant la justice, puis deuxièmement, qu'on mette des interdictions de départ pour ces gens-là, maritimes, terrestres et aériennes. Aussi simple que ça. Oui, Vladimir, tu peux continuer. Donc, tu vois, c'est frustrant. Puis on pense, en tout cas, mon cœur est avec madame, avec cette famille, bien que ce ne sont que des mots, que ce ne sont que des paroles de réconfort, mais j'ose espérer que le monsieur sera retrouvé sauf, en tout cas, que les bandits, les kidnappeurs n'aient pas atteint à sa vie, à son intégrité physique personnelle, puis il ne faut pas que ça reste comme ça. Donc, étant donné que c'est un Canadien, le gouvernement canadien a intérêt à protéger la vie de ce Canadien-là. Ben, semble-t-il que étant donné que Franz Benjamin était passé aujourd'hui et à l'émission de Stéphanie, et je lui avais posé la question, semble-t-il que Emmanuel Dubois, le député haïtien, est en train de travailler très très fort sur le dossier. Bon, en tout cas, j'aimerais ça l'entendre, j'aimerais ça qu'il publie de quoi, puis j'aimerais ça qu'il donne des entrevues, mais ce n'est pas juste des entrevues. En ce moment, on ne veut pas que des paroles de l'État, on veut des actions surtout de l'État du gouvernement canadien. Il y a une chose que je me pose comme question, c'est sûr que est-ce que quand on va ouvrir une entreprise en Haïti, Vladimir, est-ce que oui, je sais que nous sommes des Haïtiens d'origine, mais est-ce qu'on va comme Haïtiens directement ou bien on va comme citoyen canadien qui va ouvrir une entreprise en Haïti? Je ne connais pas les processus d'ouvrir une entreprise en Haïti. Par contre, j'aurais pu dire si la personne en question avait peut-être une entreprise fonctionnelle au Canada, probablement ça aurait pu être une filiale. Si c'était une filiale, il pourrait qu'il y ait un lien. Mais la constitution des entreprises là-bas, je ne sais pas comment ça se fait. Un exemple, Vladimir. On lance les entreprises. Et personnellement, en 2013, plus précisément, et j'avais l'intention, j'ai bien dit l'intention, d'ouvrir comme une entreprise en Haïti. Et la chose que personnellement j'ai fait, j'ai contacté l'ambassade du Canada. J'ai eu la chance même de parler à l'ambassadeur à cette époque-là. Donc, les ambassadeurs canadiens étaient déjà au courant. Donc, imagine-toi, à un moment donné, et on était quand même dans une équipe. C'est une équipe qui voulait faire quelque chose en Haïti. À un moment donné, il y a un Haïtien qui voulait nous rencontrer et à l'hôtel, je sais pas quel hôtel, je pense que c'est Montana, et plus précisément. Et puis il nous a dit, est-ce que vous allez faire? C'est très bien. Et jeune homme, parce que nous étions beaucoup. Et la seule chose, j'ai déjà fait une étude du marché qui m'a coûté près de 1,7 million de dollars. Donc, je vous conseille d'aller vers le nord, vers le sud,
Mais à Port-au-Prince, j'ai déjà dépensé 1,7 million de dollars. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? L'équipe, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a dit merci. Et puis on a dit ciao, ciao, bye bye Vladimir. Ça veut dire qu'un conseil, on était à l'écoute. Donc c'était une sorte de menace indirecte. Je pense aussi. En tout cas, moi, c'est drôle, Gary, cette situation-là m'interpelle, puis il y a beaucoup de choses qui m'interpellent en ce moment, mais comme membre de médias, je ne peux pas rester insensible à cet enlèvement-là, à ce kidnapping-là. Et puis, ce qui me dérange le plus, c'est parce qu'on a dit, la femme du kidnappé a rapporté que c'est écrit service de l'État dans le Prado, la voiture. Je pense que Prado, c'est Toyota. Gary, aide-moi un peu. Mon Dieu, là, je sais vraiment pas. Suzuki, je m'en rappelle pas trop, mais en tout cas, une voiture de modèle Prado. Je sais pas Prado si c'est la marque ou c'est le modèle, mais Prado qui... on a embarqué le monsieur là-dedans et la plaque de la voiture était service de l'État. Donc, on peut présumer, j'ai bien dit présumer, que c'est une voiture du gouvernement haïtien. Est-ce que c'est une voiture par les officiels du gouvernement ou est-ce que c'est une voiture qui a été empruntée du gouvernement ou est-ce que c'est une voiture où les plaques officielles ont été volées? Alors, il faudrait que ces contrôles-là se fassent et il faudrait que l'ambassadeur canadien se mobilise. Puis je pense que les médias qui m'écoutent, il faudrait que dès maintenant qu'il y a une lettre qui doit être faite, peut-être même ce soir, envoyée à l'adresse de l'ambassade du Canada en Haïti, la section médias, pour interpeller l'ambassadeur, pour interpeller le consul canadien, et aussi pour interpeller, pour mettre la pression. Regardez, je suis pas en train de dire aller manifester devant le bureau de Justin Trudeau, mais tout comme au moins aller manifester, interpeller le ministre des Affaires étrangères canadien, Monsieur Garneau. Monsieur Garneau. J'ai dit son nom. Garneau. Mac Garneau, interpellant Madame Freeland, interpellant directement le Premier ministre canadien, interpellant aussi M. Emmanuel Dubourg, étant donné que c'est un élu haïtien, puis il ne faut pas que ça reste comme ça. Honnêtement, il ne faut pas que ça reste comme ça. Il faut que la communauté bouge, la communauté haïtienne bouge, il faut que les médias, tous les médias bougent, il faut que le gouvernement canadien bouge, étant donné que le monsieur, il réside, j'ai cru comprendre que c'est un résident du Québec, il faut que le gouvernement... C'est un enfant, regarde, Vladimir, c'est un enfant de Québec comme moi. C'est-à-dire, lui-même, je le connaissais personnellement, parce qu'il habitait à Montréal-Nord, et ça me rappelle des matchs entre collège Henri Bourassa et puis collège français. Mais on les battait, disons le collège Henri Bourassa battait le collège français, mais c'est le souvenir que j'ai de lui personnellement. Alors moi, je souhaite surtout que monsieur nous revienne, monsieur Philippe Schubert nous revienne, en tout cas en vie surtout. En plus, sa dame a dit que c'est quelqu'un qui ne vit pas une santé, donc il doit prendre des médicaments. Alors voici la situation d'Haïti. Puis je suis en maudit, je suis en beau maudit, je suis en tabarnak lorsque j'entends que ces choses-là arrivent à la terre de Dessalines, à la terre de toute une ouverture, à la terre de démocratie, quoi. En effet, Vladimir, ça n'a aucun bon sens. Ben, en tout cas, ici nous-mêmes, à la radio Vertière, on va essayer de tout faire notre possible, comme on a interpellé le député France Benjamin aujourd'hui. On va essayer de trouver du beau pour la semaine prochaine, probablement. Et espérons que M. Schubert ne sera pas un oublié, mais que justice sera rendue, que les kidnappeurs seront attrapés, traduits devant la justice, et puis qui donnent leurs sources. En plus, on a entendu une affaire jusqu'à présent, bon, je mets un certain bémol, mais d'après les gens, ils disent à 51% plus 1 que le fils d'un ancien candidat à la présidence a été trouvé comme kidnappeur. Où s'en va le pays? Où s'en va? Parce que le nom du fils d'Éric Jean-Baptiste est
il s'était fait arrêter. De ce que j'ai cru comprendre, donc l'histoire n'est pas encore trop claire. On est en train d'investiguer. Ben ça, on va attendre parce que quand même c'est un gros dossier. Il n'y a pas encore eu de jugement, on ne peut pas savoir. Non, on ne peut pas savoir, mais d'après les témoignages des gens qui étaient là, son nom était cité, son père, Éric Jean-Baptiste, était arrivé. En tout cas, le dossier est devant les forces de l'ordre haïtiennes, la police. Alors, ça sera vraiment un scandale, ça sera vraiment grave qu'un fils d'un ancien candidat, un fils d'un homme prospère, un fils d'un homme respecté, soit auteur de kidnapping. Et d'après ce que j'ai entendu, à la veille de plusieurs élections, on entend c'est quelqu'un qui a répété ça, que des députés, des sénateurs envoient faire des kidnappings pour eux. Donc c'est avec l'argent des rançons qu'ils payent la rue, qu'ils payent les bases, les bandes. En tout cas, c'est ce qu'on entend dire. Non, mais là, on va pas rentrer là-dedans, là, Vladimir, parce que ça, c'est des choses, des oui-dire comme ça, c'est pour moi. Oui, mais Gary, je ne fais que répéter ce que les gens qui sont sur le terrain disent. C'est pour ça que j'ai dit, ça, c'est les gens sur le terrain, donc. C'est pas une raison pour que nous autres, on répète ça, quand même. Non, mais c'est quand les gens qui ont été peut-être des participants le relatent, regardez, on ne va pas prendre ça pour parole d'évangile, mais peut-être que ça sera peut-être une piste qu'on commence à creuser là-dessus. Wow, en tout cas, la terre de Dessalines, la terre de Toussaint Louverture. Mon Dieu, est-ce que ça va changer un jour, Vladimir? Le temps seul le dira. Le temps seul le dira. Mais c'est incroyable. Hein? C'est tellement triste. Oh boy. Oh. Ah, je viens de perdre monsieur Vladimir. Avant de vous quitter, auditeurs, auditrices, et je vais vous demander à partir de la semaine prochaine, si vous avez des questions au niveau d'impôts, de m'envoyer ça directement sur notre page Facebook de la Radio Vertière, ou du moins par email comptablecadet@commercialgmail.com, ou du moins directement sur Facebook, ou du moins même par texto au 514 605 62 24 si vous avez des questions au niveau des impôts. Et je commence à recevoir pas mal de questions, mais je vais essayer de vous répondre dès la semaine prochaine. Vous savez que nous avons une émission bien garnie. Si je commence à vous répondre à toutes ces questions, l'émission ne terminera pas. Les salutations habituelles, Marcel Fanor, salut, je sais que tu es à l'écoute. Je vais prendre quelques minutes quand même pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent actuellement. Et Willy Lebeau, c'est sûr que tu es toujours là. Franzelaine Cadet, une femme la nuit. Et salutations à Franzelaine Cadet. Et puis Loun, je sais que tu étais là aussi. Et Sandy Brizard, je t'ai vu. Patrice, je t'ai vu aussi. Yvely Fanor également. Et donc malheureusement, c'est tout le temps qu'on en avait. Je peux pas saluer tout le monde, mais la prochaine fois, en toute sincérité, en toute franchise, je vais essayer de saluer tout le monde. Donc, quand même, je vais essayer de répondre à une petite question par rapport à l'impôt. Et le télétravail, vous avez deux choix comme télétravail. Soit que vous prenez $400 directement et qui va passer comme dépense. Dépense, c'est comme les REER, c'est comme une déduction. C'est-à-dire vous avez 30 000 de revenus. Et puis, si vous prenez $400 en dépense, à place d'être imposé sur le 30 000, vous allez être imposé sur 30 000 moins $400. Donc, quand même, vous allez économiser de l'impôt. Mais si vous pensez que $400, c'est pas assez pour vous, il y a des formulaires à remplir. Avant le 28 février, il faudra vraiment contacter votre employeur
afin de lui demander de signer et le formulaire TP 643 au niveau provincial et puis au fédéral également. C'est très très important de demander à votre employeur de signer ces formulaires-là, tant au fédéral qu'au provincial, avant le 28 février. Mais probablement, vous pouvez aller chercher plus que $400, au-delà de $400 et facilement. Et ça, c'est concernant le télétravail. Et j'ai encore d'autres questions pour vous. Quelqu'un m'a envoyé une question. Et cette année, je ne veux pas payer beaucoup d'impôts cette année. Et puis, combien de REER que je peux prendre? Et la première question que je lui ai posée, vous avez droit à combien votre maximum de REER selon votre avis de cotisation fédérale? Et elle m'a répondu, c'est $50,000. J'ai dit, bon, voilà le maximum que vous pouvez prendre comme REER. Et je vous un petit rappel aux auditeurs auditrices pour vous dire que le REER, c'est un mécanisme qui vous permet d'épargner de l'impôt, de déduire surtout de l'impôt. C'est-à-dire que si vous prenez, mettons la madame, $100,000 de revenus, moins $50,000 de REER, à place d'être imposé sur 100,000, vous allez être imposé sur les $50,000. Donc probablement vous allez payer moins d'impôts possible. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, vous commencez à me poser des questions. Et puis, étant donné que c'est la saison des pots qui arrive très bientôt, je vais répondre à toutes vos questions, vraiment toutes vos questions sans inquiétude. Et Lovely Irlande, je vois que tu es là. Je salue Franzlaine et salutations encore une fois. Donc JJ, City Boy Show et Madame Lazare aussi. Le City Boy Show et tous les samedis à 22h. Une femme la nuit, tous les vendredis à 22h avec Hélène et puis Willy Lebeau. Et puis tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie Casimir et puis Laurent Duperval qui a fait une très très belle entrevue aujourd'hui avec le député Franz Benjamin. Mesdames et messieurs, je vous laisse et que je vais vous demander d'être prudent concernant la COVID-19. La COVID-19, ce n'est pas un jeu, c'est sérieux et ensemble, on va remporter cette victoire-là, mais prudence est de rigueur.